Alors, soyez le ou la bienvenue à votre Tam Tam Canada. Je suis quand même pas le seul à m'agiter les ailes aujourd'hui. Alors, soyez tout le monde bienvenue à cette émission fantastique. Il faut faire un peu d'effort, d'exercice cette semaine. C'est le thème en partie de notre émission. Il sera question d'un sujet délicat, non pas bedonnant, mais de l'embonpoint chez les enfants juvéniles et du rapport qu'il y a avec les parents. Parce qu'il y a un lien, peut-être, entre les deux. On va examiner l'affaire. Mais pour le moment, puisque le sujet est tellement sérieux, on va repousser les choses. Allons vers le rire collectif. Cette semaine, notre vidéo virale de la semaine. Et je vous laisse deviner, vous allez essayer de deviner de quelle vidéo il s'agit. Ça s'est passé au Québec cette semaine. Est-ce que vous pouvez poser des questions par lesquelles je peux répondre seulement par oui ou non? Bon, est-ce que ça a un lien avec le sujet d'aujourd'hui? Ça a un lien avec le sujet de la semaine dernière. La drogue. La drogue et... C'était plus que la drogue, c'est le cannabis. Le cannabis. La légalisation. C'est très bien, très bien. Jusque-là, ça va. Et donc, c'était des jeunes qui ont manifesté... Ah, il y en a eu à Ottawa jeudi en faveur donc d'une légalisation complète, débridée. Là. OK, mais la vidéo n'a pas rapport avec ça. Non, ça vient du gouvernement. C'est le gouvernement qui a créé ça. Cette vidéo-là? C'est 3 vidéos. Ah, c'est des vidéos de prévention pour la consommation de cannabis au volant. Et c'est fait par qui? La SAAQ. Oui, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver, ça, la SAAQ? La Société automobile du Québec. Assurance automobile, oui. C'est crucial à son mandat. Alors, si vous voulez bien, on va regarder. C'est devenu viral cette semaine. Ça a déclenché une pluie de commentaires, pas seulement positifs, mais terriblement négatifs. On va voir si vous êtes d'accord ou non avec la critique. Le cannabis allonge le temps de réaction. Ouais, on peut rouler à 230. Un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux. C'est le numéro de la route. Ah. 5 bateaux, 6 bateaux, 7 bateaux, 8 bateaux, 9 bateaux. Hey, c'est pas une rouge, c'est un stop. Ah. Mais est-ce que ça a du sens, c'est traiter cette question très sérieuse de la conduite avec faculté affaiblie avec humour? Parce que c'est ce qui a été critiqué par beaucoup de commentaires laissés par les Québécois. Ils n'appréciaient pas l'humour dans la publicité. L'humour, oui, c'est trop sérieux cette affaire. Pourquoi tourner ça sous forme d'humour? Ben, si on compare avec les vidéos de prévention contre l'alcool au volant, c'est dramatiquement opposé. Ouais. Parce que l'alcool au volant, c'est vraiment choc avec des images de la réalité de ce que peut... Alors, c'est vrai qu'on peut remettre en question pourquoi ils ont traité ça de cette façon-là. Mm-hmm. Je dois dire que moi, personnellement, j'ai pas d'opinion pour le moment. Là. Ah bon? Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on est tellement habitué à des images plutôt sanglantes pour ce genre de publicité. Alors, quand on voit un peu de humour, des choses, on trouve que c'est peut-être Mais il faut se poser la question, est-ce que les pubs sanglantes fonctionnent mieux, plus? Peut-être qu'ils ont vu que les résultats n'étaient pas probants, donc ils ont décidé d'aller toucher une autre arme sensible. L'humour, ça fonctionne toujours. Enfin, ça n'a peut-être pas fonctionné. Leonardo? Oui, mais c'est un changement très brusque. Parce qu'en fait, on est habitué au Québec aux publicités vraiment sanglantes, au sujet où je me rappelle une publicité radio particulièrement de la SAAQ sur l'alcool au volant, non, sur les sommeils au volant. Puis il disait un café puis ouvrir la fenêtre. Si vous êtes endormi, ça va faire que quand ils vont retrouver, vous allez avoir du café mélangé avec du sang. Puis la fenêtre ouverte. Alors, c'est ça. Puis ça, c'est très humoristique, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle s'il y a une personne avec les facultés affaiblies qui provoque un accident puis qui tue quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire? Exact. On va rire parce que c'était partie de la campagne de prévention. Ça montre encore une fois, comme Pepsi, il y a une couple de semaines, que trouver l'équilibre juste, lorsqu'on essaie de reprendre un message sociétal, c'est pas évident, c'est pas facile. Le métier de publiciste et des gens du marketing, là, c'est vraiment une spécialité. C'est pas la nôtre, en passant. Si vous voulez, on va aller maintenant, après cette vidéo virale, à notre question non virale
de la semaine de Radio-Canada International. On pose une question, peu de gens répondent, peu de gens la voient, je pense, sur Facebook. C'est pas grave, l'essentiel, c'est la qualité. Et puis, vous voulez nous rappeler la question, on a un magnifique montage visuel. Je sais pas si vous pouvez montrer ça, Leonardo, par rapport à cette question. On va demander à Marie-Claude, notre nouvelle webmestre du côté français, qui est présentement en formation, ici, grâce au conseil de Leonardo, de nous lire cette question et de nous donner la première réponse qu'on a. Très bien. Alors, l'hiver est fini, le printemps arrive à grands pas. Qu'attendez-vous pour partir à la course ou faire de l'exercice? Ou faire plus d'exercice? D'accord. Alors, nous avons reçu une réponse de Françoise Despardieu, qui est en France. Elle dit « J'ai passé l'âge à 57 ans de lever les pattes comme une autruche et courir au grand air histoire de perdre quelques kilos. Mais il y a 30 ans, avant que mon mari ne me court après, combien de soirées perdues à faire le tour des gymnases ai-je pu passer à la recherche du corps idéal. Finalement, j'ai dû me contenter de celui de mon mari qui a toujours eu l'air un peu d'une oie, en vérité, avec son grand ventre et ses bourrelets de côté. Madame Depardieu! Lui non plus n'a jamais eu le goût de partir à la chasse du corps parfait et je dois dire que comme parents, on a quand même bien transmis notre paresse aux deux gosses, Christian, qui a aujourd'hui 15 ans, et Jérémy, qui en a 3 ans de plus. Les Olympiques, ce n'est pas pour nous, sinon un peu de vélo en famille comme en vacances au mois d'août. Nous, c'est pas le printemps qu'on attend pour s'élancer, mais la fin de l'été. Et on s'en porte très bien, merci. On pourra s'en reparler dans 20 ans si on n'est pas mort de paresse. On s'entend. Alors, hors d'onde, avant qu'on diffuse à 11h11, heure de Montréal, notre heure de diffusion, Anne-Marie Yvon, vous avez dit quoi au sujet de cette dame, cette Française qui nous écoute? J'ai de l'amnésie, je sais plus, là. Vous en souvenez plus? Elle l'a traitée de grosse paresseuse. Non! Avec plaisir, évidemment. Mais oui, mais Madame Depardieu, vous avez raison, faut profiter de la vie, mais en même temps, faut penser que la vie peut être longue si on est en forme. Hein, on peut la faire durer pas mal plus longtemps. Ouais, donc, en fait, j'ai lu hier un article qui disait que si on court 3 heures par semaine, de courir pas pour perdre du poids, mais si on court 3 heures par semaine, on peut ajouter 7 jours de vie. Seulement? Ah, c'est tout. Par chaque semaine qu'on court 3 heures. Ah! Mais je comprends Madame Depardieu. Moi, je ne suis pas une coureuse. Par contre, j'aime marcher, j'aime faire du vélo, j'aime faire un tas d'autres trucs. Elle fait du vélo, c'est correct. Donc, c'est ça. C'est de faire du sport, c'est de bouger. Mais même marcher, c'est très bon. Un bon pas rapide, 1 heure par jour, c'est pas mal du tout, non? Exact. Mais cette madame, elle a dit quelque chose il y a une vérité là-dedans, c'est que des exercices, des gyms, il faut consacrer du temps. Ah, oui. Et quand, avec tes gens, quand on travaille à temps plein ou bien quand on a des enfants, si tu mets le temps ici, ça veut dire que tu dois couper ailleurs. Mais de la volonté aussi. Non, au contraire, mais même avec des enfants, on peut décider tous les soirs d'aller marcher pendant une demi-heure, 1 heure. Là. Les gyms, bon, oui, c'est pour une catégorie de personnes, ça convient pas à tout le monde. Quelqu'un qui aime lire, c'est-à-dire que tu dois lire moins. Tu lis en pédalant quand tu es au gym. Dans ce cas-ci, là, vous avez tous raison, mais dans ce cas-ci, quel exemple elle donne à ses enfants? Et imaginez l'exemple que ses enfants vont donner à leurs enfants par la suite. Oui. Hein? Il y a comme une transmission de l'information ici, là, qui est des traditions. Écoutez, on parle de l'embonpoint chez les enfants. On sait mais elle ne nous a pas dit que ses enfants faisaient de l'embonpoint. Mais ça fameux spot. C'est juste la paresse transmise. On va lui demander. Alors, cette auditrice Françoise Depardieu en France, vous pouvez nous écrire si vous écoutez en ce moment. Est-ce que vos enfants sont gras? C'est pas dit gros, mais gras. On sait que le mari ressemble à une oie, alors... Écoutez, sujet bodonnant, mais très sérieux quand même, parce que les implications, les conséquences sur la santé à long terme sont terribles. Oui, j'aimerais savoir si Monsieur Depardieu entend notre émission aussi. Ça m'étonnerait. Je pense qu'elle fait ça caché dans sa cuisine quelque part ou dans son salon. Écoutez, question jeu, premier question jeu de la semaine. Sur quel continent retrouve-t-on le plus grand nombre d'enfants obèses? Et je pose la question à Wei. En Asie. Elle a raison. Eh oui, tout à fait. Moi, j'allais dire l'Amérique du Nord. Pas mal quand même en Amérique du Nord, puisque par les 3 pays au monde où il y a le plus d'enfants obèses, il y a les États-Unis, la Grèce et le Canada en 3e place. Nous sommes 3e au niveau mondial en termes de pourcentage de jeunes qui sont obèses. C'est pour ça qu'on en parle à cette émission. Et la Grèce arrive en 2e place. 2e place. Elle porte bien son nom finalement.
Oui. Mais vous parlez de pourcentage. Oui. Alors, vous voulez savoir le pourcentage? Oui. La moitié de tous les enfants obèses dans le monde vivent dans les pays asiatiques. Je ne sais pas quel est le pourcentage en Chine des enfants qui sont obèses, mais c'est la statistique que j'ai pour vous. Mais il y a beaucoup de monde en Chine, hein, c'est ça. La base est grande, alors quand on parle de nombre, la Chine va gagner toujours. Oui. C'est évident. Sous tous les aspects. Le deuxième continent dans le monde où il y a le plus, en proportion, regardez, là, d'enfants qui sont obèses. L'Amérique? Non. Oh! Non, je pense que ce serait troisième. Mais le deuxième, c'est... Après l'Asie, c'est... L'Europe? Non, l'Amérique du Sud. L'Océanie. Comment ça peut y avoir beaucoup de continents, là? Non, il reste l'Afrique. L'Afrique! Wow. Pour des raisons tout à fait différentes. Ouais. Quand on est pauvre, on est grand pour d'autres motifs que dans les pays riches. Oui. Voilà, c'est notre mais ça, c'est équation. étonnant parce qu'on voit tant d'images de famine. Oui. Et puis, mais il y a ceux qui, hélas, n'ont pas assez dans leur assiette et il y a ceux qui mangent pour montrer leur opulence et leur richesse, hein, c'est ça? Alors, question ici, rapport, je pense que c'est tiré même d'un article que vous avez rédigé, Anne-Marie Yvon, il y a 1 an et demi. Oui. En 2013, un rapport de l'UNICEF sur le bien-être des enfants dans les pays riches situait le Canada donc au 3e rang. Et on a une entrevue à vous proposer. Gilda Salomon, ancienne... journaliste ici à Radio-Canada International, oui, que nous saluons. Saluons. Elle est probablement qu'elle non plus n'écoute pas. Elle a fait une entrevue avec Corinne Voyer, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Et voici la situation des enfants obèses au Canada. Au niveau alimentaire, les enfants d'aujourd'hui n'auront jamais été aussi sollicités que leurs parents et leurs grands-parents. Les plateformes publicitaires pour publiciser la malbouffe, par exemple, se sont multipliées. Il y en a partout, c'est accessible facilement, c'est pas cher. Des produits comme les boissons sucrées, c'est des produits qu'on ne voyait pas, se sont multipliés énormément dans les dernières années. C'est des grandes quantités de sucre qu'on retrouve dans ce produit-là et c'est le seul d'ailleurs qui est associé avec l'obésité. Et on voit qu'il y a un énorme marketing alimentaire autour de ces produits-là. Parmi les sources de solutions que nous, on met de l'avant à la coalition, ce sont des politiques publiques que le gouvernement devra développer. C'est de l'encadrement au niveau du marketing qui devra être fait, réduire les portions, par exemple, des boissons sucrées. Présentement, là, les formats qu'on met de l'avant, c'est 1 demi-litre qui est sur le marché. C'est des formats énormes. Il faudra qu'on voit à essayer de limiter la présence de fast-food, par exemple, autour des écoles. Essayer aussi d'adopter des politiques qui vont faire en sorte que les enfants vont pouvoir remarcher pour aller à l'école, que les adultes vont pouvoir se rendre à pied ou à vélo au travail. C'est des initiatives de cet ordre-là qui devront être mises de l'avant. Alors, c'est ça que vous qualifiez comme des stratégies plus efficaces? On le voit très bien que l'éducation populaire n'atteint pas le succès qui devrait atteindre. C'est nécessaire d'éduquer la population, mais il va falloir qu'on mette en place des mesures qui vont permettre de rejoindre tout le monde de façon égale. Et au niveau agroalimentaire, la pratique de l'industrie actuellement est extrêmement agressive pour mettre de l'avant des produits qui sont pas nécessairement nutritifs, mais très riches en gras, en sel, en sucre. C'est des plats sur lesquels c'est des aliments que les gens vont avoir plus facilement accès. Alors, il va falloir encadrer certainement l'industrie. Alors, je vous promets, dans quelques semaines, au cours de l'été probablement, nous aurons un nouveau dispositif ici en studio. Ce sont des lumières qui vont s'allumer automatiquement dès qu'on va lancer un nouveau jeu questionnaire à cette émission. Vous riez, mais ça s'en vient. Oh. Alors, il suffit de dégager un budget assez important. Bonne chance. Oui, c'est ça. Alors, deuxième jeu questionnaire. Imaginez les lumières, là. Il n'y a pas de trompette, mais presque. Si vous remportez, vous avez la bonne réponse, il y aura une sonnerie particulière. Alors, bon, ça. Elle est très sérieuse. C'est parce qu'on va lui adresser la question. Non. Allez. Alors, à la fin des années 1970, le taux d'obésité infantile au Canada se situait à environ quel pourcentage? À la fin des années 70. Chez les enfants, vous dites? Oui. Quel pourcentage d'enfants étaient obèses? 12 12%? 5%, moins que ça. Ouais. Moins que ça, même. Oui, j'ai l'impression que ça devrait être en bas de 10%. En bas de 10%. J'allais dire
23%. Alors, Leonardo et oui, vous avez la bonne réponse, 5%. 70, dans les années 70. On ne mangeait pas la quantité de cochonneries qu'on mange aujourd'hui. C'est vrai, mais fin des années 70, on commençait. Oui, mais l'offre, il était pas si nombreuse. On n'avait pas des tablettes, les téléphones cellulaires, ils n'étaient pas comme maintenant. Les enfants, ils passent beaucoup de temps à pas faire d'exercice, à jouer à ce genre de choses, puis ils mangent. Et les parents cuisinaient un petit peu plus, moins de resto rapide. La vie était plus tranquille, alors maman et papa, il y avait le temps, c'est surtout maman, et il y avait le temps pour cuisiner. Alors c'était une autre genre de bouffe que manger. Pas à rire parce c'était une autre époque. Il était même pas né à l'époque. On était aussi peut-être un peu plus pauvres qu'aujourd'hui. Oui, je pense que oui. C'est possible. Oui, il y a moins de... c'est vrai que les femmes sont allées massivement au travail à la crise économique de 1981 au Canada pour ajouter un deuxième revenu parce que on n'arrivait plus, ça coûtait très cher pour se loger, par exemple. Oui. Et puis bon, on reviendra, ce sera le sujet d'une prochaine émission, le coût de la vie. Je pense que c'est un très beau sujet. Alors, j'ai pas terminé mon jeu questionnaire. Les lumières sont toujours en activité ici. Donc 5% en 70 et près de plus de 40 ans plus tard. On peut en parler maintenant en connaissance de cause, n'est-ce pas, Leonardo? Oui. Quel est le pourcentage des jeunes au Canada de 3 à 19 ans qui souffrent d'obésité? De 15 à 20%. 15 à 20%? Oh, c'est plus que ça. Moi, je dirais 25. 25%? C'est je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. 25%. Est-ce que vous allez... 30? Ah, ben, vous vous êtes laissé influencer parce que la bonne réponse... Je le voyais élevé, j'allais dire 50%. Je me suis dit non, n'exagérons pas. Mais 50%, c'est le champion, c'est le premier. Mais voilà, vous promenez sur la rue et vous voyez un enfant sur 3, vous pensez, ou un sur 4 dans votre cas, vous pensez qu'il est gras. C'est l'image que vous avez des Aux États-Unis, oui. Oui. Quand on se promène aux États-Unis, dans les parcs, dans les rues des États-Unis, j'ai voyagé 2-3 fois. Puis tu vois la quantité des enfants obèses, c'est incroyable. Il y a une différence importante, on le voit visuellement. Oui. Puis il faut aussi définir l'obésité parce que des fois, on imagine que juste un surpoids, dépendant de ce qui est rapporté dans les médias, on parle d'obésité. Bon, allez chercher un dictionnaire pour trouver Non, mais en fait, moi, je ne l'ai pas. En fait, c'est au-dessus de son poids santé. Donc, si on est grassouillet, est-ce qu'on entre dans cette catégorie? On l'est tous, on a tous l'air très beau, mais je pense que seul oui est à son poids santé. Non, j'ai mon poids santé. J'ai pas pensé avant de parler encore une fois. Ça m'arrive tout le temps. Ah non, mais Marie-Claude, elle est dans son poids santé. Et franchement. Et Léo aussi. Moi, non. Moi, j'ai 5 kilos de plus, là. Ah oui. Faut trouver la définition du poids santé. Mais le poids santé, c'est quand même 5 kilos. Quand c'est ça, en santé, on est en santé. Voilà. De plus que quoi? Parce que dans le fond, il y a une corrélation, mesurer... il faut faire il y a une opération arithmétique pour savoir les poids santé, puis la quantité, les taux de gras, c'est ça. Ça s'appelle l'indice de masse corporelle. Oui, mais on est tous dans notre poids santé, là. Ah, d'accord, je suis dans la limite. Bon, voilà un qui est honnête ici autour de la table. Et moi, j'ai dit que j'étais pas à mon poids santé, donc je fais partie de... Les hommes reconnaissent certaines choses. On met ça comme ça. Mais personne n'a répondu encore correctement à la question. Parce que la bonne réponse, c'est 13% des jeunes aujourd'hui. J'avais dit 15. Ah, 13. Ah bon, d'accord. J'ai encore exagéré. Ça vous arrive si peu souvent. Non, mais c'est parce que, en fait, l'histoire, c'est qu'au Canada, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour éviter ce genre de choses. Par exemple, aux écoles, il n'y a pas de consommation de boissons sucrées gazeuses. Et aux États-Unis, les menus sont vraiment créés à la base de ça. Est-ce que je peux ajouter une information à ça? C'est qu'il n'y en a pas dans les écoles, mais souvent au coin des rues, à côté de cette école-là, il y a tout ce qu'on veut pour mal manger. Absolument, mais il faut sortir, il faut faire un effort pour les faire. Il y en a qui le font. Non, sérieusement. Bien sûr, il y en a qui le font, mais il n'est pas à portée de la main comme dans d'autres parties du monde. Tu vois? Alors, il faut l'installer sur une colline. Oui, c'est ça, pour courir. L'exercice. Leonardo, mettez le doigt sur quelque chose. Le Québec est la seule des 10 provinces canadiennes où la publicité à l'égard des enfants, qui est dirigée vers eux, est illégale. Et on pense ici aux céréales avec les petits bonshommes très drôles, très amusants, au McDonald's qui offrirait un petit personnage en plastique moyennant l'achat d'un mec quelque chose, mais je ne sais pas souvent là. Oui, la boîte, la petite boîte pour les enfants, il vient avec un cadeau. Ah oui?
Ouais, vous savez ça comment, vous? Mais ça, c'est dans Joyeux festin. Okay. Ça, c'est dans plusieurs restaurants rapides. En fait, la majorité, ils offrent des cadeaux pour ça. Alors, la publicité dans les médias dirigée vers les enfants n'est pas autorisée. Le gouvernement canadien s'est penché là-dessus il y a quelques mois en se disant peut-être qu'on devrait élargir l'affaire au reste du pays. Souvent, le Québec donne l'exemple au reste du pays. Souvent, c'est l'inverse, mais on n'en parle pas. Alors, voici un extrait d'un reportage qu'on a fait sur cette question du marketing élargi au Canada pour dire non, pas le droit de cibler les enfants. Notre invitée, je pense que l'invitée va se décrire elle-même dans le cadre de cet extrait. Il y a 28 organisations non gouvernementales qui poussent pour une loi comme ça au Canada depuis très longtemps. Ça s'appelle la Coalition Arrêtons la publicité destinée aux enfants. Puis ce groupe-là, c'est tous les organisations non gouvernementales, Santé, Diététistes du Canada, Coalition Poids du Québec, l'Association médicale canadienne, etc., etc. Puis eux, tout le monde supporte la sénatrice Greenrain avec son projet de loi. Monique Potvin-Kent est professeure associée à l'École d'épidémiologie et de santé publique et de médecine préventive à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. J'applaudis vraiment son projet de loi. On attend pour quelque chose comme ça depuis très, très longtemps. L'autoréglementation, c'est la façon que ça fonctionne en ce moment à l'extérieur du Québec. Alors, il y a à peu près 16 compagnies qui se sont mises ensemble à peu près en 2008. Puis, ils ont fait des promesses vis-à-vis le marketing alimentaire. Puis, qu'est-ce que ma recherche démontre, c'est que l'exposition des enfants au marketing alimentaire a en effet augmenté depuis que l'autoréglementation a commencé au Canada, puis que la qualité nutritionnelle des publicités qui ciblent les enfants n'a pas changé du tout depuis le début de l'autoréglementation. Alors, on a vraiment besoin d'une loi ici au Canada pour protéger les enfants. C'est clair que l'autoréglementation, ça fonctionne pas du tout. Puis au Québec, on voit beaucoup d'avantages avec la loi sur la protection du consommateur. Alors au Québec, par exemple, sur les postes enfants, il y a moins de volume en termes d'annonces publicitaires pour la malbouffe. Il y a aussi beaucoup de produits qu'on ne voit jamais sur les postes enfants. Puis les produits dont je parle, c'est comme les céréales très sucrées, comme Frosted Flakes, Corn Pops, des choses comme ça. Les collations très sucrées aussi qui ciblent les enfants, comme est-ce que vous connaissez le produit fruits au long? C'est un produit comme ça, on le voit souvent à la télé, sur l'internet, à l'extérieur du Québec, mais au Québec, c'est pas des produits qu'on voit du tout. Voilà pour ce qui est de la publicité, de ce qu'on pourrait faire pour éloigner les enfants de ce qui n'est pas bon, notamment le sucre, Leonardo, qui se trouve partout, véritable industrie comme l'armement. Oui, en fait, il y a des commerces, ils ont plus ou moins le même chiffre d'affaires que les armes et puis la drogue aux États-Unis. Et ça, c'est légal, tout à fait légal. Les sucres, oui, absolument. Puis ils ont transformé, j'ai parlé tantôt d'un documentaire qui s'appelle Feed Up, si vous avez le temps, et ça serait bien de le voir. Feed Up, qui s'appelle, en fait, qui parle de toute l'industrie des sucres aux États-Unis. En anglais, Fed Up. Fed Up, c'est ça. Ah, Fed Up. Fed Up, c'est ça. Puis comment même l'industrie du sucre il a changé les plans de Madame Obama qui quand il a commencé a fait c'était comme Rise and Move ou quelque chose comme ça. Une campagne pour bouger pour faire éviter en fait les enfants avec des problèmes de santé pour ça. Oui. Puis l'industrie du sucre il a dit on va faire comme vous, Madame Obama, on va vous aider, puis ils ont appuyé Madame Obama avec de l'argent, puis ils ont changé tous les slogans. Finalement, les aliments sucrés sont vendus dans les écoles. C'est vraiment incroyable. Ouais. J'ai une autre question pour vous à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre honnêtement. Alors, voici la question. On a déjà vu ensemble que la plupart d'entre nous nions le fait que nous ne sommes pas à notre poids santé. Je mets ça en parenthèse, ouais. Oui. Alors, c'est le fond de la bouteille, là. Oui. Maintenant, la question, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y en a un ici, levez la main d'abord, pas un, mais levez la main si, dans votre jeunesse, vous aviez un peu trop pris de poids, à un moment donné ou à un autre.
Peut-être à l'adolescence, pendant quelques années. Ça me sent mieux. C'est le corps qui s'ajustait, en fait. C'est ça. Voilà, ça arrive souvent. Hein? Les filles, je trouve que ça arrive quand même souvent quand on entre dans l'adolescence. Ouais. C'est mon cas. Oui. Oui. Alors, c'est un peu normal de passer à travers ça. Je pense que des fois, on exagère. Bon, moi, je me rappelle quand j'avais 11 ans, je suis revenu d'Afrique et je me suis mis aux patates frites, au lait abondant qui n'existait pas en Afrique. J'en buvais par des gallons et je pris du poids en un été. Là, c'était épouvantable. Il y a des photos de moi, ce petit garçon, grand monsieur, en 3 mois. Gros monsieur. Et puis, mon père qui aimait pas ça, mais il osait pas le dire parce qu'un père aime son fils, mais veut pas lui faire de peine. Et sa solution, sans me le dire, m'envoyer suivre des cours de judo. Ça a commencé par 2 fois par semaine, c'était comme ça, puis si j'y allais pas, il y avait un gros problème à la maison. Pourquoi tu veux pas aller faire ton judo? Fait que ça m'a mis, ça m'a sorti de la maison. Moi, je restais à la maison, puis je mangeais. Donc, c'est délicat, ces problèmes-là. Et c'est des fois un peu normal de passer à travers des phases et de prendre un peu de poids, puis ensuite de rapetisser. Mais ça cause des problèmes à l'école. Et c'est le dernier thème qu'on aborde ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est parmi les trois possibilités? Est-ce que c'est véritablement l'embonpoint qui est la plus grande cause d'intimidation à l'école, ou serait-ce la couleur de la peau ou l'orientation sexuelle, ici même au Québec? L'embonpoint. L'embonpoint? Ouais. C'est sûr, ça? Ouais. Je me souviens jeune, à l'école, qu'effectivement, les personnes qui avaient un peu plus de poids étaient ostracisées. Me semble plus que par rapport aux autres enjeux dont vous avez parlé. Donc les souvenirs sont justes, c'est vérifié encore aujourd'hui. C'est ça? Oui, c'est encore ça. C'est une enquête qui a été faite par l'Association québécoise pour la santé publique, la QPS. On a eu la SAAQ plutôt, là on a la QPS. Ainsi, pas moins de 90% des adolescents interrogés par les chercheurs québécois récemment disent avoir été témoins d'intimidation par rapport au surpoids d'un de leurs amis à l'école. Alors ça, c'est un grave problème. L'intimidation, on en parlait beaucoup, mais on a peu parlé de la question de l'embonpoint. Lorsqu'on faisait ces campagnes contre l'intimidation, on pointait pas du doigt l'embonpoint. C'est très délicat de parler de l'embonpoint des enfants, de critiquer ça. Mais ce dont il faudrait parler aussi, c'est qu'on peut être un petit peu plus gras que la norme, mais être très en santé aussi. Ça peut être notre code génétique qui fait qu'on soit comme ça, parce qu'il ne faut pas toujours associer embonpoint à mauvais mode de vie. Ou sauf qu'à l'école primaire ou secondaire, ce qu'on regarde, c'est les gens qui sont différents de nous. Oui. C'est la différence, souvent, qui fait que on attire l'attention. On attire l'attention, oui. Et moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ceux qui étaient très athlétiques, parce que je les enviais. Ils étaient capables de sauter, de courir. Moi, j'étais toujours dans le 60%, alors que j'aurais rêvé dans le 90%, hein? Parce qu'on est toujours en admiration devant ceux qui sont plus flexibles, plus rapides. Je pense que ça joue quelque part dans nos valeurs. Et on a préparé donc cet extrait, tiré encore une fois de notre coffre au trésor de Radio-Canada International, les articles de fond qui ne vieillissent pas ou qui vieillissent très bien. Et voici donc, il y a 2 spécialistes qui sont interviewés, je pense, dans cet extrait, et on les identifie au bon moment. C'est à ça que ça ressemble dans la cour d'école, c'est-à-dire que si le jeune est en surpoids, c'est sans doute de sa faute, ce qui est pas vrai, ce qui est pas le cas, mais ce qui est quand même cru, je dirais. Ça ajoute une détresse psychologique. En fait, dans la loi 56, on mentionne les caractéristiques physiques. Donc, j'en déduis que les caractéristiques physiques incluent le poids et le surpoids. Par contre, on le mentionne pas spécifiquement. Alors, je dirais que l'étude actuelle qui a été conduite avec l'Association pour la santé publique du Québec visait à mettre un peu plus en relief le fait que c'est une préoccupation vraiment bien présente dans les cours d'école au secondaire et qu'on devrait donc regarder ça de plus près puis peut-être même songer à l'inclure précisément comme on le fait avec la déficience intellectuelle ou des problèmes physiques ou d'autres types de caractéristiques en lien avec l'intimidation. Les enfants n'ont pas oublié comment jouer. Un enfant saura toujours comment jouer. C'est peut-être plus au niveau du rôle de l'adulte qui a évolué dernièrement, où l'adulte veut toujours occuper ses enfants,
Il faut toujours que lui ait un intérêt pour le jeu de l'enfant, qui dirige un petit peu l'entièreté de la vie de l'enfant. Et n'est pas à l'aise en fait avec le fait que l'enfant joue tout seul et puisse jouer un petit peu à ce qu'il veut. Mathieu Point est professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, une ville située entre Montréal et Québec. C'est vraiment quand c'est l'adulte qui initie le jeu pour l'enfant, qui prépare une activité, c'est lui qui est en charge un petit peu et l'enfant ne fait que suivre les instructions de l'adulte. Quand on parle de jeu libre, c'est un petit peu ce que certains auteurs considèrent comme le vrai jeu, entre guillemets. Le jeu où l'enfant décide par lui-même à quoi il va jouer, avec quoi il va jouer, où il va jouer et avec qui il va jouer. C'est lui qui est maître un petit peu de sa situation de jeu et plusieurs études démontrent que c'est lors du jeu libre que l'enfant est plus actif. Ce manque d'activité physique chez les jeunes, c'est directement lié avec un manque de jeu libre un petit peu. Actuellement, les enfants sont très structurés dans leurs activités. Actuellement, on est dans une société qui est vraiment poussée vers la performance, vers l'excellence, etc. Donc les parents ont tendance à vouloir à tout prix que leur enfant sache lire, écrire dès le plus jeune âge. Mais quand on connaît un petit peu les phases de développement de l'enfant, on se rend compte que trop tôt, c'est pas forcément bon, que en bas âge, donc jusqu'à 5-6 ans, le jeu libre est vraiment favorable au développement de l'enfant plus que les activités structurées. Ce qui nous amène donc vers la fermeture, avec la question d'ouverture, nos enfants jouent-ils encore dehors et vous? Je ne sais pas pourquoi mon regard tombe sur vous, mais je vais vous poser la question. Moi, j'adore être dehors, puis j'attends pas le printemps pour aller dehors. Je suis dehors tout l'hiver. J'aime le patin, j'aime le ski de fond, j'aime le jogging l'hiver. Puis l'été, en plus, on peut rajouter le vélo, on rajoute la natation. Alors, moi, j'ai aucun problème à aller jouer dehors. Oui, je sens que ça respire la santé de votre côté. Le poids santé. J'aime le Moi, j'ai remarqué que c'est plutôt une sorte un réflexe nordique. C'est que surtout quand c'est la fin de semaine, quand il fait beau, si on sort pas, c'est quasiment criminel. Il faut pas rater. C'est vrai, dimanche, là, si tu restes dans la maison, il y a un problème parce qu'il faisait beau dehors, t'as perdu une occasion. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, c'est ça. Mais les enfants, dans tout ça, Marie-Yvon, vous avez une belle grande fille, vous êtes impliquée dans sa vie à tous les échelons. Ah oui. Beaucoup plus que d'autres parents, je pense. Est-ce que vous jouez avec elle dehors? On fait du vélo ensemble. L'hiver, on fait du ski de fond, on fait du patin, on va jouer au badminton. Elle fait de la danse en plus. Alors oui, on joue beaucoup. Il y a un terrain de tennis pas loin de chez nous, donc on va jouer au tennis, même si je suis pourrie, c'est pas grave, on s'amuse. Ouais. On marche beaucoup, alors oui. Et Leonardo, votre patron vous impose une tâche de travail intenable. Est-ce que vous avez encore le temps d'aller jouer avec vos enfants dehors? Oui, pas trop, mais oui. En fait, j'habite loin, alors quand j'arrive, les enfants sont en train de faire ses devoirs, puis après, il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'on mange. En fait, c'est, comme on disait, oui, au début, c'est une question de temps, comment on priorise les choses, puis comment on met ça pour pouvoir en profiter le plus. Très bien. Et moi, non, je n'ai pas le temps de jouer avec mes enfants. Jamais le temps. Je n'en ai pas. Non, mais vous avez un grand terrain sur lequel vous allez jouer, travailler, mais ça, bon, c'est... Je joue comme un enfant, c'est à peu près ça garde en forme. Et voilà, je voulais vous dire, on a ajouté sur notre page de Tam Tam Canada un autre sujet qui accompagne notre discussion. Tous les thèmes abordés aujourd'hui sont détaillés, il y a plus de détails. Vous pouvez passer, je pense, 1 heure ou 2 à lire ce qu'on a préparé. Et on a 2 personnes qui nous ont écrit, il faut que je quitte la lunette. Salut à vous, c'est Naturine Nuteya. Puis Mabashir Hussein Asher, il dit en anglais, your prompts are good and informative. Ah, ben c'est gentil ça. Et on s'exprime assez clairement pour être bien compris, j'imagine, en anglais, ce qui est fantastique. Des fois, quand je suis assis à côté de mes copains espagnols, je comprends tout. J'ose pas leur dire, mais je parle pas un seul mot, mais je comprends. On finit par les comprendre. Merci beaucoup, de la section chinoise de Radio-Canada International d'être venu ici aujourd'hui. Anne-Marie Yvon, qui n'appartenait plus à RCI, qui appartenait maintenant à Radio-Canada, au service, ça passe mal dans ma bouche. Autochtone. Oui, le service autochtone. Je dis parce que cette partie, ça me fait de la peine, mais vous êtes là tous les vendredis. Tous les vendredis, mais oui. Oui, c'est fantastique. Avec plaisir. Leonardo Gimeno, grâce à vous. Merci à vous. Oui. Et puis, Marie-Claude Simard, bientôt grâce à vous.
ce sera possible techniquement d'avoir Tam Tam Canada. Vous voulez dire, vous allez mettre Leonardo dehors? Non, je vais continuer à venir. Je suis ami de l'émission. Oui. Je suis déjà ami. Ah, je suis soulagée. Il a obtenu je sais pas, c'est une lettre spéciale de vos parents qui ont autorisé votre présence à... Oui. Je l'ai, puis elle a été envoyée au chef des pupitres, puis à messieurs parents. Cool. C'est fantastique, l'administration. Merci beaucoup à tous. Bonne semaine. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bonne semaine.